Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée à Club Média 7. Club Média 7, votre émission consacrée et dédiée au décryptage de l'actualité nationale et internationale de la semaine écoulée, avec bien sûr des confrères avec nous en plateau. Et je reçois justement ce soir Dieudonné Katakoula, directeur de publication du journal Le Matin. Dieudonné Katakoula, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Avec nous également pour passer au peigne fin en revue et à la loupe l'actualité de la semaine écoulée, Boris Tougan, directeur général du quotidien L'Enquêteur. Boris Tougan, bonsoir. Bonsoir Lec, bonsoir aux chers téléspectateurs. L'actualité vue, traitée et relayée par les canards au cours de la semaine, le condensé, c'est avec Marcel Arrossi et c'est dans la rubrique Revue Hebdo. Guy Mitokpe, Candide Azanaï, c'est fini. Selon les informations révélées par les journaux depuis ce mercredi, fraternité, l'événement précis, les 4 vérités, le potentiel, la primeur, le grand regard, matin libre, tous en ont parlé. L'acte ne devrait pas étonner, affirmait clairement la primeur. La présence de l'ancien député à la présidence de la République dans le cadre de l'exposition des trésors royaux aurait récemment suscité de vives réactions dans l'opinion publique. D'aucuns présageant un divorce prochain entre l'homme et sa base politique, poursuit le journal. Selon le potentiel, c'est le désamour qui s'est installé. En tout cas, la rupture est consommée de la vie de fraternité. À chacun sa vision. L'événement précis voit ce qui arrive au parti de Candide Azanaï comme un séisme. Pour les 4 vérités, en déclarant sa volonté de continuer ses activités politiques ailleurs, c'est simplement son destin qui est pris en main. Mais ailleurs, c'est où et quand? Retenez, pour l'heure, pas de précision, mais le contraste est patent avec le long message publié par Candide Azanaï qui désavoue la désignation du chef de l'État Patrice Talon comme président de l'UEMOA et qui tourne en dérision l'exposition des œuvres d'art en cours. Ce, alors même que le secrétaire général de son parti, aperçu à la Marina il y a quelques jours seulement, avait bien apprécié l'initiative du gouvernement. Décider de continuer ailleurs ses activités politiques n'est donc pas étonnant, reprend la primeur avec la publication du communiqué relayé sur la page Facebook de Candide Azanaï. Camion-citerne accidenté, vidé de son gasoil dans la Donga. L'insouciance à Basila fait oublier les mois de Porga. Les mauvaises habitudes ont la peau dure au Bénin, est-on tenté d'affirmer. Voici très exactement ce que nous raconte le confrère de Fraternité. Mai 2006, un camion-citerne en partance pour le Mali dérape en voulant éviter un garçonnet et se retrouve dans le décor. L'essence coule à flot, les populations riveraines sortent en masse pour recueillir l'hydrocarbure qui s'échappait dans la nature. La suite n'est qu'horreur et pleurs. Samedi surpassé à Aoro, dans la commune de Basila, un camion-citerne se retrouve dans la même situation qu'il y a 15 ans à Porga. Même ferveur des populations à courir le risque d'aller dépouiller le camion-citerne de son gasoil. Si cette fois-ci, le drame de Porga a été évité, il aurait pu en être autrement, car visiblement, n'eût été le fait que l'hydrocarbure, cette fois-ci, transporté est moins inflammable, les populations de Basila massivement sorties pour se servir du gasoil qui se répandait auraient également été piégées. Tant mieux. Mais 15 ans après, en dépit du drame de Porga, le constat est là. Les années passent, les localités changent, cependant, devant des risques à ne pas prendre, l'insouciance reste la même. De Porga à Basila, il est aisé de conclure que même si la mort rôde autour de l'or, fût-il noir ou blanc, au prix de sa vie, il faut s'en accaparer. Fraternité. D'ailleurs, poursuit le journal, ces 2 localités du Septentrion ne font pas exception à ces genres d'actes qui sortent de l'entendement. Réunion secrète de la majorité présidentielle, les conditions de participation aux législatives fixées. Plus de vieux députés à l'Assemblée nationale, prochaine mandature, affichait lundi soleil levant. Selon les supputations et les bruits de couloir qui se sont répandus toute la semaine, la majorité présidentielle aurait tenu une réunion secrète au cours de laquelle il est décidé
des conditions de participation aux législatives de janvier 2023. Les 10 critères sont cités ainsi qu'ils su par Vif d'Afrique. Aucun candidat positionné ne doit auparavant exercer la fonction de député au moins 3 mandats. Tous les maires en fonction sont exclus des listes où ils démissionnent 3 mois avant la campagne électorale de leur poste de maire. Tous les secrétaires exécutifs nouvellement flanqués au maire sont exclus des listes. Les présidents des institutions sont aussi exclus. Les ministres du gouvernement qui seront positionnés sur les listes sont tenus de se faire élire car leur échec sera synonyme de leur départ du gouvernement sans aménagement. De même, tous les députés ayant des dossiers de malversation pendant devant les tribunaux du Bénin ne seront pas présents sur les prochaines listes afin de leur permettre d'aller répondre de leurs actes devant la justice. Plusieurs autres points ont été abordés à cette réunion selon ce que rapporte Vif d'Afrique dans sa parution du lundi 11 avril. Revalorisation des salaires, une rencontre d'échange serait annoncée pour se tenir sur cette question à la présidence de la République le 26 avril prochain. Selon Diakpata, cette rencontre qui sera dirigée par le chef de l'État en personne va réunir pour la circonstance le secrétaire général de chaque confédération et organisation syndicale accompagné d'un membre. Vivement le 26 avril pour mieux situer le peuple béninois, notamment les agents de l'État. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. La Croix du Bénin, confection de la liste électorale informatisée, une course contre la montre. Fraternité, réforme dans le secteur de la décentralisation, en possession de leur contrat, les 77 SE au travail. Le matinal, offensive contre la vie chère au Bénin, devoir de social et obligation de performance. La Nation, réforme de la décentralisation, les conditions d'entrée en fonction des secrétaires exécutifs avec album photo des tout premiers SE des mairies. Vif d'Afrique, recrudescence des cas de braquage dans les grandes villes du Bénin après la vie chère, l'équation de l'insécurité à résoudre. C'était donc à l'instant la première rubrique de cette émission, la rubrique Revue Hebdo, transition toute trouvée pour aborder la deuxième rubrique de l'émission, 7 jours au Bénin. Dieudonné Katakula, le divorce est désormais prononcé entre Guimi Tokpe, le jeune et ancien député à l'Assemblée nationale, et son mentor Kandi Dazanaï, l'ancien ministre et président du parti Restaurer l'Espoir. La démission a été rendue publique justement après un tête-à-tête entre les deux hommes. Lecture et analyse de ce fait politique pas mineur. Pas mineur, je ne sais pas, parce qu'il s'agit du parti Restaurer l'Espoir. Et le parti Restaurer l'Espoir aujourd'hui sur l'échiquier politique national, je ne sais pas si ça compte un seul député, ça n'en a pas. Restaurer l'Espoir aujourd'hui se résume à quoi? Après le départ acté de l'honorable Guimi Tokpe, je crois que ça se résume aujourd'hui à son président fondateur, M. Candide Azanaï, et peut-être quelques sympathisants. Donc, est-ce que c'est un fait majeur? Non, pour moi, c'est pas un fait. Mais lorsqu'on voit la relation qu'il y a eu entre les deux hommes par le passé, la confiance réciproque qu'il y a eu entre les deux hommes, la fidélité dont a fait montre l'honorable Guimi Tokpe au moment où il était à l'Assemblée nationale pour le compte du parti Restaurer l'Espoir, et pendant que tout le monde se tournait kazakh et essayait de se positionner par rapport aux deux nouveaux blocs fondés, il ne l'a pas fait, il n'a pas succombé à la tentation en ce moment. Il est resté sur ses convictions et est resté avec l'honorable et le président du parti Restaurer l'Espoir, qui est Kandi Dazanaï, peut-être pour honorer ses engagements vis-à-vis du parti, parce que je fais partie de ceux qui sont contre certains élus qui, une fois à l'Assemblée nationale, changent de parti et changent d'autre, parce que le mandat qu'ils ont eu de ces électeurs, c'est un mandat pour ce parti, c'est un mandat pour une position donnée et autres. Donc pour moi, le fait n'est pas aussi un cataclysme sous le ciel politique du Bénin, mais on peut dire que c'est un événement simplement parce que
au vu de ce qui s'est passé entre les deux hommes, la confiance qu'il y a eu, le chemin parcouru entre les deux hommes, je peux dire que c'est un peu étonnant. Je ne m'y attendais pas. Personnellement, je ne m'y attendais pas. Quoique qu'on pourrait avoir des raisons de s'y attendre. Parce que vous voyez, aujourd'hui, le parti Restaurer l'Espoir, les prises de position du moins de l'ancien ministre candidat Azanaï prêtent souvent à confusion. On ne sait pas dans quelle eau il nage. Est-ce qu'il est de l'opposition? Il se revendique quand même de l'opposition. Oui, il se revendique de l'opposition. Est-ce que les autres partis de l'opposition le considèrent comme tel? Est-ce qu'il est de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire appartenant aux deux blocs, même s'il n'appartient pas aux deux blocs, même s'il n'appartient pas aux deux blocs, est-ce qu'il est un parti satellite du gouvernement? Il y a une ambiguïté par rapport à sa position. Personnellement, aujourd'hui, quand j'observe l'échiquier politique, quand j'analyse cette prise de position, oui, à première vue, on se dit oui, voilà un monsieur qui est contre le gouvernement Talon, voilà un monsieur qui ose, mais en même temps, dans des moments critiques, où certains partis politiques ou certains leaders politiques prennent des positions, vous le voyez prendre des positions ambiguës. C'est souvent... Enfin, personnellement, je n'arrive pas à comprendre la façon dont il prend position ou ce qui guide réellement ces prises de position. Et l'honorable Guy Mitokwe, il faut aussi vous dire, il est jeune, il a encore son avenir devant lui. Candidat Azanaï aujourd'hui... Pour moi, personnellement, il relève plus du passé que du présent ou du futur. On va y revenir. Donc, va y revenir. Boris Tougan, candidat Azanaï, désormais cavalier solitaire. Y avait-il des signes annonciateurs de cette démission de Guy Mitokwe? Bien avant Guy Mitokwe, il y a eu Justin Ekpeli-Kweze qui avait également abandonné la BAC du parti Restaurer l'Espoir. Contrairement à Dieudonné Katakula, moi je pense que la démission de l'honorable Guy Mitokwe est un coup dur pour... candidat Azanaï et le parti Restaurer l'Espoir. Mais nous ne pouvons pas prendre cet événement comme un épiphénomène ou un cheveu sur la soupe. La relation entre les deux personnages politiques a commencé vers les années 2006 où Guy Mitokwe venait fraîchement de l'université, président de la FNEB avec toute... la fougue qu'on lui connaissait, a été propulsé secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir en plein essor. Et les deux ont fait un chemin long jusqu'au jour où Guy Mitokwe a été élu suppléant de Azanaï, qui lui a cédé sa place, mais pas en tant que député du parti Restaurer l'Espoir, mais député de l'Union fait la nation. C'est très important pour qu'on sache quel est le poids politique réel des deux personnages qui ne s'entendent plus aujourd'hui. Compte tenu de... Moi, je pense que le personnage de M. Azanaï, c'est un personnage versatile qui n'est pas souvent en harmonie avec... ce qu'il dit aujourd'hui, hier, ce qu'il fait aujourd'hui. C'est votre point de vue? Oui. Bon, la preuve, il a démissionné, mais cette démission a déjà commencé par créer des frictions dès le départ. Parce que, à partir de son départ du gouvernement, j'ai constaté que le jeune acteur politique Mitokwe n'a pas digéré. On l'a embarqué dans une opposition, mais ça a commencé pas à durer. Et contrairement à ce que certains pensent, moi j'ai surveillé ces deux acteurs de près depuis un an, bientôt un an. Et vous constatez que par rapport à l'actualité politique, les deux se prononcent de façon contradictoire. Il y a une certaine dichotomie. Et quand je lis la démarche de M. Azanaï, il est dans une opposition frontale, mais basée sur une stratégie en douce. Mais contrairement à ce que dit Dieudonné, M. Azanaï est membre de ce qu'ils appellent la résistance. Mais quand j'ai suivi un peu la démarche de Guy Mitokwe, lui n'est pas dans la démarche d'une résistance passive, mais il a opté pour une opposition active. À votre avis, c'est la somme de tout ceci qui a conduit à son départ? À son départ. Mais
je pense que si nous suivons sa démarche, c'est qu'il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir politiquement avec Azanaï parce que moi, j'estime qu'Azanaï, en politique, il a tout gagné. Il a été plusieurs fois ministre, plusieurs fois député. Donc, à un moment donné, l'honorable Guy Mitokpe a décidé d'aller s'essayer à autre chose. Dieudonné Katakula, la démission de Mitokpe retient les attentions parce que quand il était député au Parlement, il était très actif et dynamique. Alors, quel sera son point de chute, à votre avis, désormais? Difficile de le dire, mais si l'on essaie d'analyser, s'il prend le risque de tourner dos à son mentor, à celui qui l'a vraiment fait sur l'échiquier politique, candidat Azanaï, ça dit qu'il ambitionne de se repositionner au plan politique, à moins qu'il ait d'autres projets de quitter totalement la vie politique et d'aller offrir ses compétences techniques ailleurs. Mais s'il a encore envie de faire la politique, pour moi, je ne vois pas d'autre point de chute que de chercher à atterrir dans l'un des blocs qui aujourd'hui soutient l'action du gouvernement ou dans l'un des partis politiques satellites du gouvernement ou qui soutiennent le gouvernement, par exemple un parti comme Moël Bénin ou autre. Vous ne le voyez plus dans l'opposition politique béninoise? Mais quel intérêt il a, s'il veut toujours demeurer dans l'opposition, de tourner dos à candidat Azanaï qui fait partie de l'aile radicale, vraiment radicale de l'opposition? Quand je dis radicale, c'est-à-dire que je dis radical parce que ces positions sont ambiguës. Parfois, aujourd'hui, c'est fort, mais en même temps, quand vous analysez, vous ne savez pas. Mais en même temps, est-ce que c'est chez je ne sais pas, est-ce que c'est au niveau des forces Coripo Bénin émergents qu'il ira aujourd'hui avec Paul Rumpé, dont on sait que les forces Coripo Bénin émergents aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un parti qui est de la mouvance ou si c'est un parti qui est de l'opposition aussi. Donc pour moi, c'est que... C'est un parti qui est de l'opposition. Et Paul Rumpé est le chef de file de l'opposition. Non, il est chef de file de l'opposition. Vous êtes parfait observateur de la scène politique béninoise. Oui, vous savez, il y a ce qui est dit et ce qui est fait. Et il faut observer la dichotomie entre le discours des forces Coripo et Bénin émergents et les prises de position et autres des forces Coripo et Bénin émergents. Il n'y a pas forcément une concordance. Oui, on peut me dire qu'ils sont dans une opposition constructive. Ils sont dans une opposition constructive. Ils ne sont pas dans le radicalisme ou autre. Mais je ne vois pas l'honorable Guy Mitokpe aller atterrir dans ces eaux où on ne connaît ni la source, ni les affluents, ni le delta par lequel cette eau va échouer. Par contre, les partis comme le bloc comme l'Union progressiste ou le bloc républicain ou encore des partis comme Moël Bénin ou d'autres nouveaux partis qui sont créés, par exemple le parti de l'ancien ministre Théophile Yarou, qui a besoin de cadres, qui a besoin de militants ou autres, la Nouvelle Alliance, voilà, que ces partis aussi peuvent l'accueillir et ils peuvent réellement militer dans ces partis, surtout que, comme le disait Boris tout à l'heure, dans sa conception, depuis un certain temps, depuis qu'il a quitté l'Assemblée nationale d'ailleurs, il est resté, il a gardé beaucoup de calme. Après, il a fait un retour, je parle de l'honorable Guy Mitokpe, sur les réseaux sociaux, à travers les conseils de Guy Mitokpe, ou je ne sais pas comment il a intitulé. Guy Mitokpe était un peu comme un coach en développement personnel. En développement personnel, et on le suivait. Bon, pour nous qui observons la vie politique, on sait que ça va finir quelque part. Et on a l'information aujourd'hui qu'il a quitté. Donc, certainement, il va atterrir quelque part, mais je ne le vois pas dans l'opposition radicale aujourd'hui à la gouvernance de la rupture ou du président Patrice Talon. Boris Tougan, cette démission de Guy Mitokpe qui intervient à la veille pratiquement des élections législatives. Bon, comme je le disais à l'entame de mon intervention, c'est un coup dur parce que surtout dans la 16e, la 15e et la 16e circonscription, Guy Mitokpe a une certaine facilité à s'accommoder, à s'approcher de la foule, si bien que si éventuellement l'opposition ou la résistance devait aller aux élections, sans Guy Mitokpe, ce serait un peu compliqué. Encore que si il tournait Kazakh et qu'il choisissait d'aller sur une liste de la mouvance, ce serait vraiment compliqué pour l'opposition. On a vu récemment Guy Mitokpe aller visiter les trésors royaux au palais de la République. Oui, c'est d'ailleurs de cela que je parlais quand je disais que sa démarche, mais bien avant ça,
il a beaucoup utilisé sa page Facebook pour faire passer des messages en communication. Est-ce un clin d'œil? Non, pas. Il était en train de passer des messages. Par exemple, par rapport aux infrastructures, je l'ai vu écrire sur sa page Facebook qu'il y a des efforts qui sont faits. En matière d'infrastructure, il a écrit qu'il y a des efforts qui sont faits. Pour moi, c'était un signal. Deuxième étape, par rapport à l'exposition des trésors royaux, il est allé et il a dit toute son admiration. Et c'était une manière à peine voilée de dire que j'ai essayé de m'éloigner, mais par obligation, c'est-à-dire en matière de réel politique, je suis obligé de constater que je tombe en admiration. Donc, il ne dira pas plus. Alors, quand on connaît la proximité entre les deux hommes, le futur de leur relation, vous l'entrevoyez comment, Dieudonné Katakula, Candide Azanahi et Guy Mitokpe? Je ne suis pas dans leur tête, mais je vois que c'est deux gentlemen, c'est deux personnes responsables qui savent ce qu'ils veulent et qui savent aussi séparer les relations personnelles des prises d'opposition politiques ou des prises d'opposition stratégiques imposées par la réalité politique, la réalité du terrain. Il faut dire aujourd'hui que, comme je le disais dans mon propos tout à l'heure, que Guy Mitokpe a tout son avenir devant lui, pendant que M. Candide Azanahi aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on vit toujours d'espoir et qu'on espère toujours le meilleur et qu'il a toujours son mot à dire, mais il relève plus du passé que de l'avenir. Peut-être dans le présent actuellement, il y est, mais si nous devons parler dans une vision prospective, il relève beaucoup plus du passé. Et vous voyez dans la vision du président Patrice Talon, il est dans une démarche de renouvellement tacite de la classe politique. Ouais, les gens qui ont été élus à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont élus. On va y revenir. Donc, Guy Mitokpe aujourd'hui a intérêt à se mettre dans cette marche, dans cette démarche, d'autant qu'il a aussi des qualités en tant que politique, en tant que cadre, en tant que stratège politique, qu'il peut apporter au service de cette mouvance ou au service de partis satellites de la mouvance auquel il peut adhérer éventuellement. Vous évoquiez donc à l'instant la question du renouvellement de la classe politique à l'hémicycle. Déjà au niveau des chapelles politiques, la guerre des positionnements a démarré dans les coulisses. Les jeunes réclament plus d'espace et veulent être mieux positionnés. Au sein de l'opinion publique, il se dit également que tous les députés qui ont eu déjà à faire plus de 3 mandats ne devraient plus être positionnés. Votre analyse? Je crois que les députés qui ont eu 3 mandats et qui ne devraient pas être positionnés, enfin, à moins que je me trompe, la nouvelle loi, la loi n'est pas rétroactive, donc ça commençait depuis l'élection des députés qui viennent de finir leur mandat, je crois. Donc, les 3 mandats là, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Mais il y a que aujourd'hui, il y a une pression. Mais ce qui est bon et qui est favorable à la jeunesse aujourd'hui, c'est la diminution d'un certain nombre de pesanteurs qui empêchaient les jeunes d'accéder ou de prétendre même être candidats à certains postes électifs. Le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir un certain niveau de ressources pour prétendre aller négocier une place sur une liste. Et si vous allez sur la liste, vous devez utiliser des moyens conséquents avant de pouvoir vous faire élire. Et une fois élu, vous devez entretenir cet électorat, quitte à recevoir 10 000 faits chaque week-end, quitte à participer à tous les mariages, quitte à payer les scolarités des enfants, quitte à payer les frais d'accouchement de certains. La donne a désormais changé. La donne a changé. Et les populations même savent aujourd'hui que les députés ou les élus ne jouent pas dans l'hypocrisie, que ces députés aujourd'hui n'ont plus ces ressources. Parce que les sources de ces ressources ont été bouchées en amont par ce gouvernement qui travaille à fermer les vannes des dilapidations des ressources, les vannes qui les alimentaient. Vous avez vu quand il y a eu des audits qu'on a dit qu'on a cité un grand nombre de politiciens qui allaient chercher de l'argent de la Ségub ou au port chaque week-end. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Et c'est tout ça qui a alimenté le système politique, qui a alimenté le système de sevrage des populations, parce que
on prenait l'argent du peuple qu'on devait concentrer pour pouvoir dépenser dans les projets qui doivent profiter à tout le monde. Un petit nombre s'accapare et devient de forts politiciens parce qu'ils ont cet argent qu'ils dépensent dans les localités. Et justement, quelles sont les chances de la jeunesse actuellement sous les talons? Les chances de la jeunesse, c'est que... Déjà avec les communales derrière, il y a beaucoup de jeunes. Voilà, la façon dont ça se passe aujourd'hui, c'est que ce n'est plus que je suis leader, je suis si, non. Il y a des enquêtes en amont que les partis organisent, il y a des enquêtes en amont que tout ce qui est stratège, enfin que tout l'appareil de réflexion politique peut-être autour du président organise, et on fait des enquêtes d'opinion pour voir qui sont ceux qui sont réellement des gens proches de la population, les gens qui sont... Et il y a une chose, si le président Patrice Talon, quand vous voyez sa démarche, s'il veut continuer à maîtriser le champ politique et autres, il n'a pas intérêt à ce que certains anciens continuent de se faire élire et autres. Il faut que on renouvelle la classe politique parce qu'il est en train d'implémenter une nouvelle forme de faire la politique, une nouvelle façon de faire les choses. Et donc, il faut renouveler en majorité le nombre d'élus, le nombre d'acteurs politiques pour que cette nouvelle façon de faire la politique, les gens puissent commencer à implémenter ça. Et donc, lorsqu'ils viendront à maturité, ils pourront vraiment garantir ce que le chef de l'État souhaite à travers la réforme du système partisan, à travers la réforme des institutions qu'il a su implémenter depuis qu'il est au pouvoir. Boris Tougan, tentons vers la fin ou la chute des députés carriéristes. Et faut-il renouveler pour renouveler? Bon, il faut renouveler, mais renouveler en y mettant de la qualité. Et moi, j'estime que on ne nous dira pas que cette jeunesse n'est pas qualifiée, parce que moi, je connais des jeunes acteurs politiques qui sont aux côtés de ces personnes âgées depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et beaucoup d'entre eux sont diplômés. Quelqu'un comme... Ils ont donc acquis l'expérience politique. Oui, et intellectuelle, parce que quelqu'un comme Guy Mitokpe, il est en train de faire sa thèse aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que c'est un ovni. Mais ce qui retient mon attention prioritairement, c'est la volonté politique du chef de l'État de mettre de la qualité dans ce qui est fait. Parce que précédemment, on voyait des députés qui allaient manger de l'arachide au Parlement, d'autres venaient dormir, d'autres venaient jouer du tambour. Donc, ça ne fait pas trop sérieux. Mais j'ai constaté à travers certaines lois, et par exemple la loi sur le système partisan, qui a réduit sensiblement les jonglages politiques. Avant, un chef de collectivité se lève dans son coin, il se fait un petit parti politique, et il va aux élections et il est élu, lui seul, député. Ça pose un problème. Mais aujourd'hui, avec le nouveau système partisan, il y a de grands groupements qui permettent d'organiser une discipline au sein des partis politiques. Ce qui fait que la désignation des grands électeurs se fait dans une certaine saine concurrence. Et ça fait que, peut-être que vous êtes étonné, mais il y a certains politiques dont on entend de moins en moins les noms. Pour moi, c'est une forme d'assainissement. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, un député n'est plus celui qui peut aller exiger des prébendes, parce qu'avant, les gens allaient à l'Assemblée pour les passeports diplomatiques et les marchés publics. C'est-à-dire que dès que le monsieur est élu, il peut aller voir un ministre ou un DG pour exiger des marchés publics. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette possibilité. Ça fait que beaucoup ne trouveront même plus l'intérêt d'être candidat, puisque la manne que ça leur apportait ne sera plus là. Donc moi, je pense que l'appui se fait d'elle-même. Dans le contexte actuel, à votre avis, comment va s'opérer le casting pour les législatives de janvier 2023 en ce qui concerne le positionnement de la jeunesse? Bon, ça va résulter forcément de la visibilité que les jeunes vont se donner eux-mêmes, parce que ce qui est fait aujourd'hui, il faut avoir de la qualité. Si vous aurez beau être jeune, si vous n'avez pas une certaine qualité, une certaine visibilité sur le terrain, vous n'avez pas de chance. Mais l'autre chose, c'est la volonté politique. Et que le chef de l'État l'a montré en positionnant des jeunes à des postes de responsabilité, et surtout les femmes aussi. Ils ont réussi à mettre dans la loi un quota pour les femmes. Donc, je pense que l'assainissement se met petit à petit en place. Le visage politique béninois se rajeunit, tu es donné Katakula.
Ça va continuer à se rajeunir parce que vous imaginez, par exemple, l'Assemblée qui est là aujourd'hui, la législature qui est là, il n'y a pas un certain Bruno Amoussou, il n'y a pas un certain Adrien Oumbéi, il n'y a pas un certain Idjikola Olé, Mathurin Nago, il n'y a pas un certain... Et pourtant, ce n'est pas la volonté qui leur en a bien manqué. Ça veut dire quoi? Que le ton est donné. Si on a pu réussir à faire asseoir sur le banc de touche ces dinosaures, ça veut dire que ça va continuer. Et comme il a dit, le casting aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire jeunesse pour jeunesse. Il faut être déjà, parce qu'on ne peut pas positionner quelqu'un qui n'a pas la volonté de faire la politique. Disons-le clairement. Il n'y a que les jeunes qui s'investissent en politique aujourd'hui qui peuvent être positionnés, premièrement. Deuxième chose, ces jeunes qui s'investissent en politique et qui sont visibles sur le terrain, qui sont capables de rassembler du monde autour d'eux, les gens organisent des enquêtes et autres, et ils l'ont déjà fait. Je ne sais pas s'ils vont encore le faire, parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites il y a quelques mois. Ils vont encore faire. Chaque état-major politique fait des enquêtes. Envoie des jeunes sur le terrain, envoie des enquêteurs sur le terrain pour recenser ou pour faire des sondages d'opinion, pour voir dans telle localité qui sont ceux qui sont leaders et qui sont susceptibles d'être positionnés sur des listes et avoir l'adhésion des populations. Parce qu'il ne suffit pas de positionner aussi pour dire il est compétent, il est si, si vous le positionnez que les populations n'en veulent pas, les populations ne vont pas voter pour celui-là. Donc, je crois que aussi, dans les tests aujourd'hui, dans la charte des partis politiques, dans la répartition des sièges aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il a dit. Il y a une part belle qui est faite aux femmes. Donc, où il y a des sièges réservés dans chaque circonscription électorale, il y a des sièges réservés aux femmes. Est-ce qu'on a déjà eu 24 femmes élues à l'Assemblée nationale une fois? Enfin, je n'en sais pas. Jamais. Mais lorsqu'on va faire ces élections maintenant, dans chaque circonscription électorale, il y a un siège réservé aux femmes. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de... Enfin, vous pouvez faire les répartitions n'importe comment dans vos écuries politiques, il y a un siège qui est réservé à la jeune féminine. Et donc, nous sommes au moins sûrs, très sûrs, d'avoir au minimum 24 femmes dans la prochaine législature. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que les femmes ne peuvent pas constituer la majorité de la population d'un pays et vous allez aux élections chaque fois, c'est des hommes qui sont élus. Deuxième chose, les politiciens de carrière qui n'ont rien à vendre ou autre, il n'y a pas de qualité, les gens vont à l'Assemblée juste parce que, comme il a dit, ils veulent avoir les titres, le passeport diplomatique, l'influence qu'il faut pour pouvoir circuler avec garde du corps, véhicule de l'État, les avantages y afférents. Et ça, c'est fini. C'est fini. Donc, aujourd'hui, il y a un bon casting qui se fera et moi, je suis sûr que beaucoup de jeunes qui se battent déjà sur le terrain, parce que les gens qui dorment chez eux pensent qu'on va les positionner sur les listes électorales. Ceux-là sont en train de mentir. Mais ceux qui s'investissent en politique et qui consacrent 2 week-ends sur 4 ou 1 week-end sur 3 à aller sur le terrain, à haranguer les foules, à recenser les problèmes des populations, à être aux côtés des populations, je crois que ceux-là, leurs efforts seront payés par les positionnements. Leurs efforts seront payés. Boris Tougan, on va évoquer un autre sujet qui aura marqué également l'actualité au cours de la semaine écoulée. Cotonou a abrité 2 grandes rencontres. La rencontre des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays de la sous-région. Ensuite, il y a eu la réunion entre les ministres de la sécurité et de la défense. Au menu de ces différentes assises, la question de la lutte contre le terrorisme. Oui, bien sûr, comme tu le disais tantôt, il y a d'abord eu cette réunion des experts dans le cadre de ce ils ont appelé l'initiative d'Accra. L'initiative d'Accra qui est un creuset, une organisation sécuritaire dont le but est de mutualiser les efforts et les moyens afin de mieux endiguer le phénomène du terrorisme. Voilà. Donc, cette réunion technique des chefs de service de renseignement de ce creuset est en réalité une réunion préparatoire à la séance du Conseil des ministres du creuset. Donc, en réalité, cette réunion technique vient pour définir des formules par rapport à une séance qui avait eu lieu en 2021, en novembre, entre le 17 et le 19 novembre 2021, pour définir une stratégie opérationnelle, parce que vous savez, en matière de sécurité, ce n'est pas la parole, c'est de la stratégie. Donc, c'est une stratégie commune. Voilà, en matière de lutte contre la corruption, de lutte contre le terrorisme. Donc, les chefs de service de renseignement de l'initiative se sont retrouvés à Cotonou pour
réfléchi sur une opération qui avait été décidée en 2021. Donc c'est après leurs travaux que les ministres de l'initiative se sont rencontrés pour prendre maintenant des décisions politiques. Et moi, je me réjouis que cette rencontre ait lieu à Cotonou parce que, vous voyez, l'actualité dans la sous-région, et pratiquement tous les autres pays, parce que l'initiative est composée du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Le Niger et le Mali sont comme des pays observateurs. Mais quand vous voyez tous les pays de l'initiative, ils sont aux avant-postes en matière d'attaque. C'est-à-dire que les autres pays sont attaqués par les terroristes. Mais c'est seulement le Bénin qui est aujourd'hui un peu épargné et la Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'ai estimé que si cette rencontre a eu lieu à Cotonou, c'est certainement une occasion pour les autres pays d'aller à l'école du Bénin pour comprendre comment est-ce que les responsables chargés de la sécurité au Bénin ont pu endiguer le mal jusqu'à l'heure. Tu es donné Katakula, Cotonou, capitale de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région? Bon, je ne dirais pas ça. Cotonou a juste accueilli une réunion, la session des ministres. Vous savez, le terrorisme aujourd'hui, c'est un gros problème. C'est un gros problème et les terroristes envoient un message fort aux dirigeants. Les dirigeants sont des responsables des États. Nous connaissons les frontières du Bénin avec le Togo, c'est celle du Togo avec le Ghana, celle du Ghana avec la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Mais les terroristes, eux, ils ne connaissent aucune frontière. Ils frappent, les mêmes groupes terroristes frappent au Bénin, et ils frappent au Burkina, ils frappent au Niger, ils frappent au Mali. À partir de cet instant, comment voulez-vous lutter contre un ennemi qui vous prend tous comme une seule personne et vous planifie, fait cette stratégie, vous attaque comme une seule personne parce que quoi? Ils ont des relents hégémoniques et expansionnistes pour quitter du Sahel jusqu'aux côtes pour pouvoir instaurer la terreur, pour pouvoir faciliter le trafic d'armes et autres. Et de drogue. Si chaque État se mue dans sa bulle et se dit que c'est moi qui ai la meilleure stratégie, c'est moi qui peux faire ci, et ne profite pas de l'expérience de ses voisins, ou qu'il n'y ait pas, il n'y a pas de partage d'expérience, de partage de renseignements, une fédération des énergies. Parce que quoi, lorsque le Ghana suit un groupe terroriste et que les Béninois aussi sont obligés d'envoyer des éléments pour suivre ou autre, alors que vous pouvez profiter des renseignements que les Ghanéens ont ou que vous pouvez profiter du renseignement que les Maliens ont, ça vous permet d'anticiper, ça vous permet d'être prêt à toute éventualité. Et donc, les pays aujourd'hui ont l'obligation de s'unir parce que l'ennemi les a réunis et les a phagocytés en une seule cible. Mais moi, je n'ai pas compris pourquoi le Nigeria n'est pas dedans. Le Nigeria n'est pas encore dedans, mais le Nigeria est là. Le Nigeria certainement sera admis comme observateur, d'après mes informations. Le Nigeria frappe à la porte et sera admis comme observateur. Et c'est une initiative, il faut saluer cette initiative d'Accra qui évolue, parce qu'il faut dire que c'est une initiative locale qui n'a pas attendu les moyens des partenaires techniques et financiers ou autres, mais qui essaye de planifier des opérations, de déployer ces opérations et de tout faire pour que les efforts des pays qui sont aujourd'hui attaqués ou qui sont en phase ou qui sont des cibles potentielles de ces terroristes, que ces pays mutualisent les moyens et luttent véritablement contre le terrorisme. Parce que quoi, il ne sert à rien d'attendre l'aide des pays européens ou l'aide des autres pour dire ils vont venir, eux-mêmes ils ont suffisamment de problèmes. Le Mali en a fait l'amère expérience et aujourd'hui est obligé de tourner dos à son partenaire stratégique et de malheureusement d'aller s'allier encore à un autre partenaire stratégique, alors que le Mali pouvait aussi s'adosser sur ses voisins immédiats et sur les renseignements des autres puissances pour pouvoir juguler la quitte. Donc, pour moi, la rencontre de Cotonou a permis quand même de peaufiner les stratégies, de valider le budget, de travailler sur le budget de l'institution et autres, et donc que les gens continuent dans ça, mais que les États sortent de l'argent pour pouvoir faire financer. Vous voyez aujourd'hui, l'Ukraine était plus développée que le Bénin en février, mais je ne suis pas sûr qu'investir en Ukraine est plus attractif
aujourd'hui qu'investir au Bénin. On a compris sur la question. Voilà. Dieudonné Katakoula, une autre information qui a fait la une des journaux parus au cours de cette semaine. Il s'agit de la revalorisation des salaires. Il y a une rencontre qui est annoncée pour le 26 avril prochain entre Patrice Talon, le président de la République, et les confédérations syndicales. Est-ce la rencontre de tous les espoirs? Je crois bien parce que dans l'émission Grand Public, le ministre de l'économie et des finances, Roumia Wadani, a animé, je crois, il y a quelques jours, une semaine de cela ou 2 semaines, je n'en sais plus rien, il a laissé présager que c'est le chef de l'État qui devait en décider parce que les experts ont fait le travail, les techniciens du moins ont fait le travail, ont fait des propositions au chef. C'est au chef le chef de l'État qui a voulu que la meilleure formule possible soit trouvée afin de contenter réellement les travailleurs. Voilà, d'après ce que j'ai cru entendre de l'émission, c'est que les techniciens sont restés trop classiques et veulent, on fait des propositions peut-être à minima, ce que peut-être le chef de l'État n'a pas aimé et voudrait que vraiment on fasse le pas. Donc cette rencontre pour moi, c'est une rencontre peut-être des annonces. On attend de voir, peut-être que c'est une séance de négociation de plus, ou ça serait une occasion d'annonce vraiment pour peut-être dire que les fonctionnaires aujourd'hui, leur salaire on va augmenter leur salaire de 200%, pourquoi pas? Boris Tougan, ils seront contents. Revalorisation des salaires au Bénin, les choses se précisent. Oui, vous savez que le SMIC au Bénin, c'est 51 000. Donc, si nous devons rester en harmonie avec tout ce qui se passe, parce qu'il y a la vie chère, et donc c'est tellement pour soulager les travailleurs que le chef de l'État a d'abord donné la preuve de sa volonté de compatir, parce que ce sont les classes laborieuses qui produisent la richesse. Donc, pour qu'il n'y ait pas de conflit, parce que on ne fait plus grève aujourd'hui au Bénin. Tout le monde travaille, mais il faut prendre langue avec les travailleurs pour qu'ils se sentent considérés. Donc, cette volonté d'échanger avec les partenaires sociaux, pour moi, c'est la preuve qu'il y a la volonté de décrisper. Et c'est encore plus heureux que ce soit le chef de l'État même qui décide de rencontrer les travailleurs, parce que il s'agira de faire évoluer la masse salariale. Et celui qui pourra décider en dernier ressort, c'est le chef de l'État. Donc, les secrétaires généraux des syndicats, pour la plupart du temps, n'aiment pas discuter avec les ministres parce qu'ils savent que, bon, les ministres n'ont pas la décision. Donc, je suis convaincu qu'ils seront très heureux. Ils sont là maintenant, surexcités de pouvoir rencontrer le chef de l'État parce que, in fine, c'est lui qui décide. Wait and see. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de nos frontières. C'est dans la rubrique Interactu. Dieudonné Katakoula, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a démissionné, avec lui son gouvernement également. Les raisons évoquées seraient la cherté actuelle de la vie et puis, bon, est-ce à dire que le gouvernement ivoirien serait en train de vouloir réduire les charges? Il est annoncé dans les jours à venir un gouvernement plus resserré. Non, je crois que tout ça participe d'une stratégie du président Alassane Dramane Ouattara, hein. Patrick Achi ne serait pas surpris qu'il soit nommé vice-président dans la foulée, même s'il y a une beau premier. Donc, c'est l'après qui est en train d'être joué sur cette démission annoncée du gouvernement ivoirien. C'est l'après Ouattara qui est en train de se jouer. Et le président Ouattara, aujourd'hui, il a un os dans la gorge à nouveau. Le retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui fait des sorties, qui a créé son parti politique, qui montre clairement des ambitions de briguer la magistrature suprême aux prochaines élections. Est-ce que le président Ouattara lui-même peut encore aller aux élections ou bien va-t-il préparer quelqu'un d'autre?
Mais je crois que ce remaniement stratégique rentre déjà dans la mise en place ou bien dans la mise en œuvre d'une stratégie politique qui vise les prochaines élections présidentielles. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un problème. Et moi, quand j'entends que la Côte d'Ivoire a un gouvernement de près de 41 membres, c'est un gouvernement pléthorique, disons la vérité. Quand c'est un gouvernement pléthorique, pour avoir de l'efficacité dans l'action gouvernementale. Le Bénin a 21 ministres, la France n'en compte pas, même moins que le Bénin. Et pourtant, ça fonctionne, donc on n'a pas besoin d'assez de ministres. S'il faut nommer beaucoup de DG, nommer les DG, mais pas assez de ministres, autant comme ça. Donc peut-être que ce gouvernement avait été formé dans une certaine... Pour contenter un peu tout le monde. Pour contenter un peu tout le monde, parce qu'on venait de faire passer une pilule amère, la réélection du président, tout et tout. Donc, il ne faut pas que à l'interne, il y ait des déchirements. C'est-à-dire que tous ceux qui soutiennent toutes les factions qui sont autour du président Ouattara, il fallait les contenter. Et je crois que l'expérience a duré 1 an. Mais à un moment donné, il faut venir à la réalité. La réalité est qu'un gouvernement aussi pléthorique est inefficace. Et il faut rebattre les cartes pour pouvoir, dans la perspective de ce qui vient, c'est les luttes pour les 3-4 prochaines années qui vont conduire aux prochaines élections. Donc, il y aura, c'est vrai qu'il y a la vie chère, il y a tout, mais les politiques savent toujours sortir les arguments qu'il faut pour nous contenter, pour nous donner, pour nous montrer la pertinence des décisions qu'ils prennent et pour nous montrer au peuple que si ils prennent une décision, c'est pour son bien-être. Mais ce n'est pas pour réduire la vie chère. Est-ce qu'on a sorti des subventions pour réduire les tickets de bus pour les Ivoiriens, pour réduire les tarifs de l'électricité, de l'eau, pour réduire le tarif de téléphonie et autres? S'il y a la vie chère, c'est les mesures qu'il faut prendre. Ce n'est pas diminuer 7 gouvernements et 7 membres du gouvernement ou 8 membres du gouvernement. Ce n'est pas ça qui fera l'économie. Boris Sougan, dans quel contexte placez-vous cette démission du Premier ministre et de son gouvernement? Cette démission relève de ce que moi j'appelle une formule protocolaire. Il remet sa démission, le président Ouattara l'accepte, mais ne soyez pas étonnés que demain il le convoque pour le nommer encore à nouveau. Mais moi, ça annonce 3 difficultés. Par rapport à la vie chère, il faut que le président Ado donne la preuve que qu'il veut vivre, il veut réduire le train de vie de l'État. Donc de 41 ou 42 portefeuilles ministériels, selon ce que j'ai les annonces, c'est que désormais ce sera 30 portefeuilles ministériels. Et c'est, pour moi, c'est comme un effet d'annonce, parce que 30 portefeuilles ministériels pour un pays comme la Côte d'Ivoire, pour moi, comment est-ce qu'on va financer tout ça? Moi, j'aurais préféré que, qu'on copie ce qui est fait de mieux ailleurs. L'autre chose, il y a une rivalité qui se développe. La succession ça a déjà créé beaucoup de dégâts. Et Patrick Hachi n'échappe pas à cette pression où on veut voir sa tête tomber. Donc, c'est pas... Il a d'ailleurs succédé à 2 anciens premiers ministres, tous décédés. Dans des conditions que je ne vais pas rappeler ici. Vous voyez? Donc, il y a aussi ce pan-là. Et l'autre chose, l'arrivée de Koudou Bagbo dans l'arène politique fait frissonner. Beaucoup ont perdu le sommeil. Donc, il faut redéfinir les stratégies et repositionner les cadres pour s'assurer que... Redéfinir les stratégies et repositionner les cadres. La dernière rubrique de cette émission, c'est bien sûr les potins de la toile. Les potins de la toile s'intéressent au chou gras des internautes sur le net. Et cette semaine, beaucoup sont-ils à s'intéresser à la candidature de Christine Ouinsavi au secrétariat général du CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Dieudonné Katakula, quelles sont les chances de notre compatriote? Il faut dire que c'est une arène que je ne connais pas trop. Le CAMES, c'est le lieu des sorciers, si on peut parler en principe. Quand je dis sorcier, c'est l'intelligentsia. C'est les professeurs, c'est les agrégés, et puis après, tout ce qui suit. C'est un ordre là-bas. Quand je dis un ordre, ils ont leur façon de faire. Est-ce que le Bénin a qualité à candidater à ce poste? Je crois que oui. Et si le Bénin, auparavant, avait soutenu des gens à des postes, je crois que c'est le moment pour notre pays d'avoir le retour d'ascenseur.
Et nous tous les enseignants qui ont droit de vote dans ce conseil, ou si c'est une nomination au niveau des chefs d'État, je ne sais pas, je ne connais pas trop la procédure, mais que nous, en tant que Béninois, chaque fois que un de nos compatriotes est capable d'occuper un poste et en a d'ailleurs les qualités, la compétence pour occuper un certain nombre de fonctions, je crois que nous devons soutenir ça. Et je suis sûr que le gouvernement béninois va faire l'essentiel pour que ça se concrétise. Puisque ce n'est pas un gouvernement de losers, c'est un gouvernement que lorsqu'il décide de faire quelque chose, ils prennent toutes les mesures et toutes les précautions pour pouvoir atteindre le résultat. Un gouvernement dirigé par un compétiteur né. Voilà, enfin, je ne parle pas de compétition, mais un gouvernement dirigé par quelqu'un quand même qui sait se fixer des objectifs et qui sait les atteindre. Boris Tougan, Christine Ouinsavi, ancien ministre des enseignements maternels et primaires, enseignant-chercheur à l'université, une candidature qui serait soutenue par le numéro 1 des Béninois, Patrice Talon. Rappelons que le poste était occupé par le professeur Bertrand Mbachi, qui est décédé le 26 septembre 2021, et il a été remplacé par M. Abdou Napon, et tous deux professeurs titulaires. Parce que là-bas, au Cameroun, c'est une question de grade. Et aujourd'hui, avec le parcours qui est celui de Mme Ouinsavi, elle est aussi professeure titulaire. Donc, déjà précédemment ministre, donc je pense que son CV pourra jouer en sa faveur, surtout que si elle a le soutien du gouvernement, je pense qu'elle a toutes ses chances pour briguer à ce poste. Bon vent donc à Christine Ouinsavi. Ici s'arrête Club Média 7 de ce jour. J'ai reçu en plateau pour décrypter l'actualité de la semaine Dieudonné Katakula, directeur de publication du journal Le Matin. Dieudonné Katakula, merci. C'était un plaisir. Avec nous également Boris Tougan, directeur général du quotidien L'Enquêteur. Boris Tougan, chers confrères, merci. Ce fut un plaisir pour moi de retrouver les plateaux de la chaîne nationale. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Club Média 7, c'est tous les dimanches à partir de 18h. Rediffusion les mardis à partir de 22h30. Joyeuse Pâques à vous.